Nous allons parler du nouveau quinquennat du chef de l'État Faure Gnassingbé qui donc a entamé depuis sa prestation de serment le 3 mai dernier un nouveau mandat de 5 ans à la tête du pays qui court de 2020 à 2025 pour les 5 prochaines années. Eh bien, il va devoir poursuivre les chantiers déjà entamés, essayer également d'en ouvrir d'autres et parmi tout cela, qu'est-ce qui sera la priorité des priorités? Eh bien, c'est la question qu'on va poser ce soir à notre invité, Nuitite Yindoumela Kroukou. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous êtes le président de Vision et Initiative Positive du président Faure Gnassingbé, VIP Togo. J'allais vous demander, puisque c'est la première fois qu'on se retrouve depuis déjà plusieurs semaines, au niveau de VIP Togo, comment on se porte? Merci les activités pour la salutation. Et d'abord, je dirais encore une fois, mes félicitations pour la chaîne New World, pour tout ce que vous faites en matière d'information et de sensibilisation. VIP Togo se porte très bien. C'est vrai que ça fait déjà quelques semaines qu'on ne s'est pas rencontré sur votre plateau, mais tout compte à dire que nous avions continué beaucoup d'activités concernant notre agenda et surtout quelques efforts pour appuyer les initiatives que le gouvernement a mis en place pour soutenir la population par rapport à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et donc, c'est peut-être notre descente sur le terrain par rapport à ces activités de sensibilisation qui nous ont plutôt éloignés un petit peu de vous. Sinon, nous sommes là et heureux de vous retrouver sur ce plateau ce matin. Merci beaucoup. Alors, finalement, on peut estimer qu'au niveau de VIP Togo, vous êtes heureux de ce que votre contribution lors de la campagne, tout cela a permis une victoire très écrasante de votre candidat. Heureux, je dirais encore plus, puisque à quelque part, si je n'ose pas cacher ma satisfaction, beaucoup de nos admirateurs, beaucoup de nos membres et ceux qui nous ont suivis tout au long de cette campagne présidentielle nous ont appelés carrément des prophètes à VIP Togo, même en termes de pourcentage des élections. Et quand j'avais osé vous dire sur ce plateau que notre score par rapport à tous les chantiers que le président de la République a ouverts, par rapport au fait que le chef de l'État lui-même était en train de faire une campagne de proximité, allez nous hisser au-delà de 65%. Vous aviez crié un tout petit peu, mais d'après les analyses que nous avions faites, nous sommes plutôt au bout du compte et c'est vraiment une grande joie pour nous. Mais vous n'avez pas eu le sentiment aussi après, quand vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme critique sur cette victoire, il y a eu plusieurs de ces... Je ne sais même pas si les 6 autres candidats, quelqu'un l'a félicité. Hein. Ça ne nous a pas dit que c'est un goût d'inachevé. Il y a quelque chose qui manque dans le charme de cette victoire. C'est normal de peut-être poser cette question, mais moi je dirais tout simplement que les 6 autres candidats, s'il faut parler politiquement, ils sont de quel bord? Ce sont les opposants. Et les opposants, excusez-moi, c'est ceux qui, en quelque sorte, étaient en train de lutter avec nous pour le même fauteuil présidentiel. Donc, en matière de politique, il faut avoir une longueur d'onde, une avancée, surtout en matière de sagesse politique, pour pouvoir féliciter un vainqueur à la sortie d'une élection. On l'a vu dans d'autres pays, mais ça se fait un peu rare ici. Je peux profiter en filigrane pour jeter des fleurs à Jean-Pierre Fabre, qui au moins a eu à reconnaître très tôt que le leader de UNIR et celui du MPDD était au moins en avance sur lui. Cette grande humilité est un début de sagesse politique à saluer dans la classe politique togolaise et je pense que peut-être les 6 autres dont vous parlez dans l'avenir auront à apprendre cela et ça se fera. D'accord. Alors, si on en vient maintenant sur les chantiers prioritaires, pour le moment, enfin, il a gagné, il a pris commande, il entame donc ce 4e mandat. Vous pensez que c'est l'homme du moment de la situation à nouveau pour ce nouveau quinquennat? Répondre à cette question en se demandant si le président Faure est l'homme du moment ou, je sais pas, l'homme de la situation pour ce quinquennat, je pense que pour nous, à VIP Togo, ce serait un non-sens. Peut-être ce serait une manière de nous contredire. Pourquoi? Parce que tel que nous l'avions expliqué sur votre panel à mi-chemin de la campagne, si vous vous rappelez très bien, où je vous déroulais un peu les régions dans lesquelles le mouvement était déjà implanté et les activités que le mouvement a entamées pour soutenir la campagne du président Faure. Si on joint tout cela à tout ce que nos aînés de région en région, de préfecture en préfecture ont fait, de commune en commune, nos maires du côté du parti UNIR, tout cela, quand nous mettons ça en creuset,
franchement et sincèrement, je pense que l'homme de la situation ne peut être que celui qui a remporté valablement cette élection. Et ça, ce n'est plus une question que nous nous posons au niveau de VIP Togo. Oui, parce que c'est aussi une question de ressources qu'il faut avoir, de ressources mentales, de nouveautés à proposer aux Togolais. Vous ne craignez pas qu'après 15 ans, on se retrouve à faire du surplace, à proposer les mêmes recettes aux nouvelles réalités du moment? Non, du tout, parce que une des particularités du parti UNIR, si on s'est observé, c'est la qualité en matière de ressources humaines et surtout une jeunesse très dynamique et une jeunesse, excusez-moi de le dire, très instruite. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous prenons la jeunesse, le mouvement des jeunes UNIR, qui est composé d'abord des instances préfectorales de ce mouvement des jeunes, de Lomé jusqu'à Dapaon, et en plus du mouvement des jeunes UNIR, il y a les associations et les mouvements qui soutiennent le parti et qui sont surtout pilotés en ce moment par des jeunes, non seulement des jeunes diplômés et intellectuels, mais aussi des gens qui ont fait des expériences certaines. Parmi ces personnes dont je fais allusion, ont même fait partie des institutions internationales avant de rentrer au pays. Donc tout cela, c'est beaucoup peut-être ignorer la jeunesse du parti, ignorer les ressources humaines avant-arrière du parti qui peut-être peut amener certaines analystes à croire que le parti va toujours tourner peut-être autour du pot et présenter une même scène ou bien une même équipe. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une urgence. Et cette urgence, comme vous avez demandé tout à l'heure, à savoir nouveau quinquennat, quelles sont les priorités, si je fais un petit bond en arrière pour rattraper peut-être un autre angle de votre question, je dirais que en matière de priorité aujourd'hui, s'il faut comprendre, si vous avez suivi l'actualité à 3 jours de la prestation du serment, sur les réseaux sociaux, on a vu que le président de la République lui-même s'activait. Il s'activait à préparer son entrée en quelque sorte dans son quinquennat, excusez-moi. Et donc, cette préparation pour rentrer dans son quinquennat nous amène à comprendre, vu tout ce qui est sur le terrain, qu'il doit faire face à une trilogie. Et cette trilogie, je peux me résumer en disant sécurité alimentaire, sécurité sociale et sécurité publique. Peut-être, si vous me donnez quelques secondes, je peux monnayer ça rapidement. Oui, mais on va aller dans le fond du programme, mais si on en reste justement sur les qualités à proposer du nouveau. Moi, je voudrais prendre peut-être le sujet sur un aspect plus, j'allais dire, plus philosophique, comme on le dit dans les pays anglo-saxons. Lorsque vous faites 2 mandats, ils disent qu'on a instauré la limitation des mandats parce qu'après, vous n'avez plus rien à proposer. Vous ne faites que tourner en rond. Ce risque-là, il n'existe pas pour vous? Non, je ne pense pas, puisque si vous avez suivi la prestation de serment la dernière fois, quand le président de la Cour constitutionnelle a pris la parole pour la 2e fois, avant de déclarer le président Faure Eswazimnian Gnassingbé élu et de le renvoyer à la tête de ses hautes fonctions, il a ajouté une phrase que moi j'ai pris soin de capter très rapidement. Il a dit premier mandat, à votre premier mandat, Monsieur le Président de la République. Parce que il faut parler en politique et surtout quand nous parlons de mandat présidentiel, il faut parler aussi en termes de constitution et des lois qui fondent l'esprit d'une nation. Et aujourd'hui, nous avions tourné autour du pot pendant des années par le passé, ce qui fait qu'on a tendance à penser que le président Faure est en train de cumuler beaucoup de mandats, mais c'est ça la réalité. C'est une situation de fait. Qui est en train d'entrer dans son 4e mandat. J'arrive. On a beau trouver des artifices politiques. Je vais vous donner les exemples et même les anecdotes les plus significatives, même à l'international tout à l'heure. Donnez-moi juste quelques secondes pour bien vous expliquer la chose. C'est le trop de tourner en rond de l'opposition qui nous a amené dans cet imbroglio politique, si vous me le permettez ainsi. C'est parce que la rétroactivité ou la non-rétroactivité de la loi constitutionnelle depuis 2015 sous la loi Bodjona dont il était question en ce moment a permis à l'opposition de ne pas comprendre comment et quand il faut saisir l'opportunité de la limitation du mandat. Et cela a fait que le pays est resté en quelque sorte dans une situation qui n'a pas permis de lancer ce désir fort au chef de l'État. Parce que si le désir n'était pas fort au chef de l'État, nous n'allons pas assister à cette présidentielle aux élections à 2 tours, ce qui est une volonté manifeste. Donc je veux dire tout simplement que s'il a annoncé... Il voulait très bien partir, mais bon, son opposition ne lui a pas permis de partir. L'atmosphère politique
vous n'ignorez pas les coups bas que l'opposition se fait en elle-même. On ne parle pas de l'opposition, nous parlons oui, de moi j'analyse la politique dans son ensemble. Je ne prends pas un bord. Vous voyez, c'est vrai que je suis du parti uni, un jeune de la mouvance du parti présidentiel, mais moi, quand il faut faire des analyses sur des plateaux de chaînes internationales comme la vôtre, moi, je préfère faire une analyse vraiment qui est soutenue et qui puisse permettre aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent de pouvoir comprendre quelque chose. Et sur ce plan-là, une loi n'a d'incidence qu'au moment où elle est votée et dans la force que les votants lui ont donnée. Vous comprenez? Et en matière de constitutionnalité, c'est comme ça. Donc, il fut un temps, la loi était non rétroactive. Et donc, en ce moment, l'opposition avait voulu que ça soit ainsi, plutôt rétroactive. Et donc, ça n'a pas pu être le cas. Mais aujourd'hui, vous avez vu, à 3 jours en arrière, quand le président prêtait serment tout dernièrement, il a été clair qu'il amorce son premier mandat. Bon, c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce qu'on dit. Non, maintenant, actuellement, le la fait Constitution de le dire n'en fait pas une vérité non plus. Une parce vérité parce que la suivez, Constitution qui a été lancée. Toutes les chaînes internationales, je n'en vois pas une seule qui dit, bon, Faure Gnassingbé entame son premier mandat. Il n'y a qu'au Togo, il n'y a que les gens de votre camp qui veulent voir la chose comme ça. C'est pas qu'ils veulent voir, ils l'affirment. Oui, on ne refuse pas, mais ça n'en fait pas une vérité d'évangile. Non, en fait, je dis cela pour Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005. Oui. S'il arrive à 2025, il fera 20 ans au pouvoir. Oui. On ne va pas avoir peur de le dire. Alors, je vous balance directement en Russie, où le président Vladimir Poutine... Oui, bon, on ne va pas de la Russie. Non. Vladimir Poutine, moi, je veux vous donner cet exemple. Il a laissé le pouvoir, il est revenu en temps, mais on n'oublie pas de le dire qu'il est au pouvoir depuis la même quand il avait mis Dimitri Medvedev en avant et qu'il était devenu lui-même Premier ministre, plutôt les voyages présidentiels, c'est lui maintenant en tant que Premier ministre qui les faisait et Dimitri Medvedev, président, jouait plutôt le rôle de Premier ministre. Donc, en fait, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire que chaque pays vit sa constitution selon les termes et les textes des lois qui y sont inscrites. Oui, et donc aujourd'hui, vous allez voir que Poutine, au moment où... Sauf que le fait de vouloir dire non, c'est le premier, c'est comme s'il y a une gêne, même dans votre propre camp, à avouer que c'est le 4e, c'est l'histoire du Togo, on ne la refuse pas. C'est comme ça. Non, si vous parlez de 4e mandat, je suis d'accord avec vous. Moi, j'étais en train de parler en matière de constitutionnalité. Aujourd'hui, par exemple, je voulais prendre l'exemple de Vladimir Poutine pour vous dire ceci, que le jeu politique qu'il avait joué à l'époque, c'était juste pour contrer les avancées des Américains à travers George Bush, qui était en train de lui faire une guerre en Perse dans les pays du Golfe. Et donc, en ce moment, c'est la loi et la constitution de son pays, Vladimir Poutine dont je parle, qui lui avait permis maintenant de briguer et de revenir en tant que président. Et aujourd'hui, quand nous analysons la scène politique togolaise, restons dans l'esprit des lois, dans le fond de notre constitution pour comprendre que le président Faure est arrivé à un moment où il y a une scène politique qui lui a présenté une constitution donnée. Il n'a fait que respecter les termes de cette constitution jusqu'à un moment donné. Voilà que maintenant, avec la C14, qui avait compris après les événements de 2017 qu'il faut revenir à la table de discussion. Il faut mettre en priorité plutôt la paix et le vivre ensemble. Ils se sont remis d'accord sur des textes et ça a donné naissance à la nouvelle constitution que nous sommes en train d'amorcer et de respecter aujourd'hui. Parce que tout cela, à la fin, c'est de se demander si, lorsque vous avez fait 3 quinquennats déjà et que vous amorcez un 4e, avez-vous des atouts, avez-vous de nouvelles idées à proposer, surtout à une jeunesse qui a des attentes très légitimes, qui veut voir du nouveau, voir du changement et tout de suite? Absolument oui, parce que le PND est un programme qui prend en charge toutes les couches de la population. Et à côté du PND, je voudrais tout de suite revenir à la trilogie que j'ai nommée tout à l'heure. Quand je prends l'aspect sécurité alimentaire, je veux profiter pour saluer les initiatives de l'ANSAT qui est en train de faire un grand travail avec la réduction des prix des denrées alimentaires. Réduction comme ça, pas non plus trop, hein, parce que quand on met le sac de 50 kilos à 9500, alors que moi j'achète le bord de route à 500 francs, je vois pas trop la différence. Mais il y a une différence quand même. Non, n'hésite pas, parce que quand on finit d'acheter le bol et que vous comptez les bols qui sont dedans, vous ne gagnez pas grand-chose. En avez-vous déjà fait l'expérience? Je l'ai déjà fait, c'est pour ça que je le dis. Ok, là je vais l'essayer. Mais moi je sais qu'il y a une nette différence et que les populations ont salué. Et il y a un engouement à travers cette politique que le directeur de l'ANSAT, le colonel, a mis en place depuis que le coronavirus est rentré chez nous ici à Lomé. Je salue également la présence d'esprit du ministre de l'Agriculture qui a vu déjà à long terme
les retombées de cette crise sur notre pays et qui a encore lancé ces derniers jours des initiatives de riposte contre la pandémie du Covid-19 en milieu agricole, avec vraiment une parade mécanisée pour soutenir, renforcer notre productivité agricole à hauteur de près de 7,5 milliards. Et donc, voilà déjà, avant même la prestation du serment du chef de l'État, autant d'initiatives qui ont été lancées et qui permettent de croire. Et quand vous parlez d'idées neuves, à savoir si le Parti uni a encore des idées neuves, en voilà des exemples. Et je rentre dans le volet sécurité publique pour vous dire que quelque part... Non, moi, je traîne un peu sur cette sécurité alimentaire. Vous avez donné l'exemple de l'ANSAT. L'ANSAT ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'elle a fait, c'est pas, il n'y a rien de nouveau dedans. Hein. C'est toujours comme ça qu'elle a agi. Non, il y a beaucoup de choses. Non, parce que l'ANSAT n'avait pas... Quand sur le marché, il y a par exemple pénurie ou bien il y a surenchère, l'ANSAT ouvre ses stocks. Absolument. Et on voit que ça régule un peu le prix. Oui. Il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, mais ici, ce n'est pas une pénurie. La différence, cette fois-ci, c'est qu'il y a une crise d'urgence sanitaire. C'est pour ça que l'ANSAT existe depuis des années pour parer aux urgences. Donc, elle est en train de parer à une urgence. Absolument. Il n'y a rien d'innovant, en fait. Là, pour moi, il y a une innovation. Parce qu'aujourd'hui, ici, à cause de la pandémie, l'ANSAT a multiplié ses antennes pour se rapprocher mieux des populations. Si le directeur ou bien le colonel Agadazi lui-même se déplace de région en région, de préfecture en préfecture, pour s'assurer que l'approvisionnement se fait suivant les règles de l'art. Beaucoup de choses qui ont été innovées, moi, à ma manière plutôt, quand j'observe, parce que je reste toujours dans la ligne philosophique de vision et initiative positive du président Faure. Nous gardons toujours la loupe sur ce qui est positif. Nous ne voulons pas rentrer dans les débats qui nous permettraient peut-être de faire des bonds en arrière. Donc, nous devons capitaliser ce qui est positif et aller de l'avant. Le Togolais vit mieux maintenant? Le Togolais en termes alimentaires, je veux dire. Oui. Il mange mieux. Oui, pourquoi? Parce que déjà, je vois 1 455 000 et quelques Togolais qui sont déjà servis pour la deuxième manche, la première et la deuxième manche de l'opération Novici. Et ça montre plutôt qu'il y a plus de Togolais indigents. J'en arrive. Quand vous prenez le volet pessimiste de la chose, mais moi je dis, et comme je venais de le rappeler, de verre à moitié vide ou de verre à moitié plein, non. Oui. La réalité, elle est là. On a eu une situation qui date il y a à peine 2 mois, mais on voit que des Togolais ne peuvent pas, si aujourd'hui on se retrouve dans des difficultés plus grandes que ceci, ne peuvent pas survivre. Permettez-moi de vous aider dans cette réaction en disant ceci. C'est vrai, vous savez, je me rappelle une phrase dans mon cours de philosophie de terminale qui disait de la pensée d'un philosophe français, Couderc, qui formulait ce qui suit, que la science évolue à tâtons, peu importe, mais la science, elle évolue, et c'est à travers des crises. Vous comprenez? Donc, à partir de la paraphrase de cette pensée de ce philosophe français, je peux dire tout simplement que le Togo évolue. Vous comprenez? Que la situation sociale du Togolais évolue. Peu importe si elle évolue à tâtons, elle évolue à travers des crises. Voilà que nous sommes rentrés dans une pandémie internationale, et cette pandémie nous a permis non seulement d'innover, mais de commencer à nous rapprocher plus des populations. Moi, je reste dans l'analyse de ce pas positif-là. Mais non, l'important pour nous, les Togolais, ce n'est pas d'attaquer, de critiquer, à mon avis. L'important doit être maintenant d'apporter des initiatives, des idées. Ceux qui savent que peut-être nous n'en faisons pas autant au Parti uni, ou bien que le chef de l'État n'en fait pas beaucoup, ce n'est pas le moment de le critiquer parce que nous sommes tous des Togolais et il faut une solidarité nationale en face de certaines questions. Il y a en quelque sorte une hauteur d'esprit qui doit nous amener à nous élever parfois au-dessus des clivages politiciens de parti à parti pour aller plutôt dans l'intérêt national. Et là, j'aurais plutôt, comme le docteur Iwou a souvent l'habitude de le faire, même sur les réseaux sociaux, de faire de bonnes analyses qui dépassent parfois la pertinence des propositions de certains partis politiques qu'on connaît dans ce pays et de les balancer sur les réseaux sociaux. Moi, je tire beaucoup d'idées pertinentes des travaux de recherche et de réflexion que fait ce grand homme de ce pays. Et donc, moi, je préférerais que le Togolais moyen puisse
essayer de voir dans quelle mesure il peut apporter aussi des idées novatrices. Il peut peut-être écrire. Moi, j'ai vu des citoyens simples écrire une lettre, aller la déposer à la primature ou à la présidence. Et le ministre ou le premier ministre ou peut-être le ministre de ce département pourra en puiser peut-être des éléments positifs pour son action. Donc, voilà ce que je peux vous répondre pour dire tout simplement que il y a beaucoup à faire, c'est vrai. Novici, non seulement beaucoup pensent que ça a montré que le Togolais moyen est pauvre, mais également ça a aidé beaucoup de Togolais. Et c'est dans ce cadre que nous devons penser. C'est la même chose, finalement. Bon, peut-être selon votre regard. Ça a aidé beaucoup. Bon, ça a aidé les gens qui n'ont pas de situation véritablement. Alors, votre deuxième axe, à part la sécurité alimentaire. Oui, je parlais de 3 axes, la sécurité alimentaire, la sécurité publique et puis la sécurité sociale. Donc, si vous permettez, je tombe dans la sécurité peut-être sociale. Et là, je reviens à Novici, qui rentre dans le cadre de la sécurité sociale, qui est une initiative qui a permis de rehausser le niveau social un temps sans peu. J'ai vu beaucoup de jeunes vraiment qui ont donné des témoignages que ça les a beaucoup aidés à peut-être joindre les deux bouts un temps sans peu en ces moments de difficulté du Covid-19. Et au-delà de ça, n'oublions pas que les aides que le président et les directeurs de la CET et de la régie ont également mis à la disposition de la population sont aussi une avancée salutaire. Même si c'est une crise qui a amené ces innovations, moi je préfère qu'on salue et plutôt qu'on prie que ça devienne des mesures sociales à long terme et définitives. Que sur ce point, tout le monde est unanime pour dire que c'est des parce mesures que salutaires. Moi je vois déjà les chiffres de ce que le compteur de la consommation domestique puisse revenir à l'État togolais, fois le nombre de ménages. C'est énorme. Voilà, c'est des milliards. Et là, moi, je salue cela. Et c'est le moment maintenant de prier et en même temps d'interpeller peut-être nos gouvernants, les départements ministériels, les députés à l'Assemblée nationale à voter des lois dans ce sens pour dire peut-être à nos gouvernants que c'est possible d'y croire, qu'on peut libérer des mesures sociales comme ça, sans peut-être conduire l'État vers un gouffre économique. Et je peux voler peut-être une parenthèse pour dire que ça revient un peu vers la stratégie adoptée et savamment expérimentée par le colonel Kadhafi en Libye en son temps, où on disait que l'eau était gratuite dans son pays, le pétrole, le Libyen ne l'achetait pas, et que l'électricité aussi, voilà. Il disait que tous les ménages ont l'électricité gratuite parce qu'ils payent les factures avec le pétrole qui appartient à tous les Libyens. Je pense que si, en tant que Togolais, on peut commencer par réfléchir, allant dans ce sens pour dire peut-être, faisons une analyse sommaire des ressources que nous avons aujourd'hui ici au Togo, et étant donné que nous sommes fils et filles d'une même nation, est-ce que les ailes de notre pays sur le plan économique, sur le plan stratégique et surtout des statistiques de haut niveau, en voyant aussi la balance nationale et internationale via les consortiums et les accords internationaux que le président a pris le courage de nouer, depuis qu'il est au pouvoir, si ces retombées-là peuvent permettre peut-être d'en arriver à l'eau gratuite, à l'électricité gratuite et pourquoi pas de permettre aussi l'école publique totalement gratuite comme il a commencé pour le primaire et le collège. Ça va être peut-être un rêve qui ne va pas se réaliser parce qu'il y a l'entretien aussi qu'il faut pouvoir payer. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que c'est un rêve qui va se réaliser. Et l'entretien pourrait être pris en charge par peut-être Simtogo, Wassem, on ne sait jamais. Moi, c'est ma prière. Espérons. Maintenant, la sécurité publique. Voilà, la sécurité publique, j'en viens là pour dire qu'aujourd'hui, quand on prend cette trilogie dont je venais de parler, c'est ça qui, en quelque sorte, fonde le sentiment national du Togolais. Quand tu es alimentairement en sécurité, socialement en sécurité et publiquement en sécurité, je pense que tu te sens chez toi. Quand vous parlez de sécurité publique, vous parlez de sécurité sécuritaire, c'est ça? Sécurité sécuritaire. D'accord. Alors là, ça interroge parce que moi j'ai lu la réaction d'un politique d'Iritama après le décès du lieutenant-colonel Madjoulba qui se demande mais finalement qui est en sécurité quand on peut aller tuer un haut gradé de l'armée dans son bureau comme ça, le citoyen lambda, vous et moi, ça craint pour notre sécurité. Si vous permettez, je voudrais observer peut-être 5 secondes de silence par rapport au nom que vous avez évoqué et à la situation avant de vous répondre. Et je vous remercie parce que quelque part, nous sommes des citoyens togolais. Et je pourrais peut-être vous dire que je suis également, au-delà de tout ce qu'on a parlé concernant VIP Togo
écrivain togolais, reconnu par le Bureau et le ministère de la Culture. Et quand je parle du ministère de la Culture, je parle du ministère de la Formation civique. Et quand on parle de la formation civique, on doit un volet qui touche votre question concernant la sécurité publique. Parce que l'une des conséquences de l'insécurité, c'est le manque de civisme. Ouais. Voilà, en tant qu'un écrivain, donc acteur de la promotion du civisme, je pense que cette situation qui est advenue dans notre pays il y a quelques jours nous interpelle tous. Non seulement ça nous interpelle en tant que citoyens togolais, mais au-delà, ça nous interpelle dans nos consciences. Parce que si nous voulons bâtir une nation, c'est la sécurité qui doit être la base. Parce que toutes les autres activités se retrouvent en quelque sorte embrassées par la sécurité nationale. Vous ne craignez pas donc, ça se passe dans l'état-major même? J'en viens. C'est le lieu le plus sécurisé du Togo. J'en viens. Parce que vous êtes en train d'aller dans le sens des débats qui ont déjà fusé sur presque toutes les chaînes nationales, même internationales, la RFI que j'ai écoutée ce matin. Et donc, beaucoup sont en train de toucher du doigt cet aspect. Ça s'est réalisé ou bien ça s'est produit dans un camp militaire, dans le bureau d'un haut gradé de l'armée qui devrait être un lieu le plus sécurisé. Je suis d'accord. Mais moi, quand j'ai pensé à tout ce qui s'est passé depuis le lundi matin jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai pris le temps d'analyser et de réfléchir profondément à cet incident très malheureux, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est ceci. Je ne suis pas un expert de l'armée, mais j'ai juste utilisé mon intelligence et ma capacité de réflexion pour dire que s'il y a eu quelqu'un capable d'aller d'abord dans un camp militaire, dans la base d'un bataillon des forces d'intervention rapide, avec tout ce qu'ils ont comme dispositif et artillerie lourde, avec tout ce qu'ils ont comme équipement technique, et que la personne a pu abattre si froidement la tête du bataillon, je pense qu'il ne faut pas attaquer et commencer par discréditer d'abord le corps sécuritaire de l'armée. Je pense qu'il ne faut pas directement attaquer le chef de l'État, chef suprême des armées, le chef d'état-major, le ministre de la Sécurité et de la Défense. Mais je pense plutôt qu'il faut réfléchir pour comprendre qu'en milieu de crime, les experts ont l'habitude de dire que le criminel a toujours une longueur d'avance sur les agents qui sont censés défendre et protéger. J'en arrive, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Le criminel a toujours une longueur d'avance. Et donc celui qui a commis ce crime capuleux a sûrement pris du temps d'analyser et de poser son acte. Maintenant, laissons le temps aux institutions et aux autorités de faire leur travail, de mener les enquêtes dans des conditions idoines pour nous revenir par des d'une réponse beaucoup plus scientifique pour calmer un peu l'ardeur des Togolais. Merci beaucoup. Le temps pour nous de présenter aussi toutes nos condoléances à la famille Madjoulba et ainsi qu'à toutes les forces armées togolaises. Nutite Yindou Mela Kroukou, merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie en profitant pour adresser aussi mes condoléances à tout le peuple togolais et à toute la famille pleurée. Vous êtes le président de Vision et Initiative Positive du président Faure. Allez, la pause maintenant et puis juste après, regard croisé.